Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour la suite de cette soirée spéciale que Mediapart consacre à la France face au terrorisme un an après les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Une soirée en 3 temps avec tout à l'heure 2 débats, l'un intitulé Peut-on encore contrôler l'état d'urgence et l'autre consacré à nos aveuglements face au djihadisme. Mais tout de suite, une discussion intitulée Combattre et mesurer l'antisémitisme, puisqu'en effet, depuis les attaques meurtrières de Mohamed Merah en 2012 jusqu'aux attaques contre l'hypercachère en 2015, en passant par les tueries de Médine et Mouche au musée juif de Bruxelles, ce sont très souvent les juifs qui sont victimes du djihadisme, même si ce djihadisme n'a pas le monopole de l'antisémitisme, comme l'ont montré par exemple les slogans anti-juifs scandés en plein Paris lors de la manifestation Jour de colère le 26 janvier 2014, ou encore l'axe Dieudonné-Soral. Donc pour discuter de ces sujets, 3 invités EES, 3 professeurs ou anciennes professeurs d'ailleurs. Christine Lazerge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là moins comme prof de droit pénal que comme présidente de la CNCDH, Commission consultative nationale des droits de l'homme. En face de vous, Marianne Matar-Bonucci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8 et vous venez de coordonner le numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine, RHMC, qui s'intitule Antisémitisme avec un S entre parenthèses, éternel retour avec un point d'interrogation. Ce sera montré à l'image. Et enfin, pour finir ce tour de table, Julie Vandrekem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie en collège à Garges-les-Gonesse et vous bloguez sur Mediapart et ailleurs, non, vous bloguez plutôt ailleurs, excusez-moi. Et vous avez fait paraître récemment chez Stock un livre intitulé « Prof jusqu'au bout des ongles ». Je laisse Karine poser, Fouto qui est toujours avec moi pour ceux qui n'étaient pas là dans l'heure d'avant, poser la première question. Je vais m'adresser à vous, Christine Lazerge. Vous êtes présidente de la CNCDH, donc je rappelle pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une instance indépendante qui a été créée en 1947 et qui est composée de représentants de la société civile principalement. Alors pour mesurer le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, cette instance s'appuie sur 2 types d'indicateurs. D'un côté, il y a les actes et les propos tels qu'ils sont enregistrés par le ministère de l'Intérieur à partir des plaintes et des mains courantes principalement. Je résume énormément, il y a des problématiques de méthodologie énormes. Et deuxième indicateur, c'est l'indice de tolérance. Donc c'est un indice constitué d'une batterie de questions qui vise donc à mesurer l'état et l'évolution de la tolérance des Français, des citoyens vivant en France, à l'égard de l'antisémitisme, du racisme et du racisme anti-musulman. Alors, au regard de ces évolutions, de ces indicateurs, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de l'antisémitisme en France au cours de ces dernières années? Donc, à la fois les actes et paroles et l'opinion publique, disons. Alors, juste 2 mots pour expliquer pourquoi la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'intéresse à ces questions. La loi de 1990 sur la lutte contre les discriminations a fait de la CNCDH le rapporteur national sur l'état du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie en France. Et donc, chaque année, nous remettons un rapport au Premier ministre sur la situation. Alors, concernant l'antisémitisme, effectivement, il y a d'une part des chiffres, mais je vous le dis tout de suite, les chiffres, c'est l'écume des choses, et il y a de telles difficultés à porter plainte quand il s'agit d'actes antisémites ou d'ailleurs d'actes islamophobes ou anti-musulmans, que si je vous donne des chiffres en valeur brute, vous allez tout de suite constater que c'est ridicule. Et que si c'était ça l'antisémitisme, nous n'aurions pas des soucis aussi lourds à l'égard de ces comportements nourris de préjugés. Et puis, il y a quelque chose qui est plus intéressant et qui ne concerne, vous l'avez dit, pas seulement l'antisémitisme, c'est l'indice de tolérance. Et que nous suivons depuis 25 ans. Depuis 1990. Qui donne donc ça permet, certaine... voilà, ce sont des chercheurs qui l'ont construit. Alors, sur les chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que ce que le ministère de l'Intérieur recense est ce qu'on appelle la criminalité apparente, et c'est de l'ordre, c'est vraiment très peu pour les 6 premiers mois de 2015, par exemple. Je n'ai pas la deuxième période de 2015, j'ai les 6 premiers mois.
148 actes et 444 menaces. Donc le volume est extrêmement faible. Extrêmement faible. Mais ce qui est important, c'est les variations d'année en année. Et en 2014, actes et menaces avaient augmenté de 100% par rapport à 2013. Pour les 6 premiers mois de 2015, l'augmentation n'est que de 9,8%, alors que 100% précédemment. Et par contre, je le dis aussi parce qu'il faut bien le noter, pour les actes anti-musulmans, ils ont augmenté pour les 6 premiers mois de 2015 de 292%. Mais on est sur de petits volumes. Donc il suffit que, pour diverses raisons, le dépôt de plainte soit un peu plus facile, qu'on soit mieux accompagné pour le dépôt de plainte, et vous avez ces augmentations dont je parle là. Donc, ce qui est beaucoup plus significatif, ce sont les enquêtes qualitatives ou les enquêtes de victimation, et en particulier notre indice longitudinal de la tolérance. La tolérance a cru en France jusqu'en 2008, alors je le dis tout de suite, mais à partir de la crise économique, on a une chute de la tolérance, comme si soudain la peur de son insertion professionnelle ou la peur de perdre son emploi vous rendait moins ouvert à l'autre un peu différent ou très différent. Et cette chute de la tolérance, nous l'avons constatée jusqu'aux événements qui ont juste 1 an. L'année dernière, nous avons refait faire par une équipe de recherche un petit sondage au mois de mars. Post-Charlie, 2 mois après, nous avons complété notre rapport 2015 par ce petit sondage, et qui a montré que le post-Charlie, immédiatement dans les 2 mois qui ont suivi, avait plutôt retissé le lien social que de le voir exploser encore plus, le post-Charlie. Et donc, nous étions en plateau et de nouveau plus du tout en hausse, plateau et un peu décroissance. Ce qui sera très intéressant cette année, c'est de voir ce qu'il en est un an après. Ce qu'il en est un an après. Donc, vous n'avez pas d'éléments encore Non, nous n'avons pas d'éléments à cause des événements de novembre. Aussi, Et donc, les chercheurs ont repoussé, pour ne pas être sous le coup des événements de novembre, ont repoussé à février l'enquête qualitative, enfin vous l'avez très bien expliqué, le faisceau de questions qui permet de calculer cet indice. Les attentats de janvier, et notamment avec la manifestation du 11 janvier 2015, ont fait prendre conscience qu'une certaine indifférence à l'antisémitisme s'était installée en France les années qui avaient précédé. Et que notamment Mera, effectivement, Nemouche, donc contre le musée juif à Bruxelles, Mera contre l'école juive, n'avaient pas forcément eu, n'avaient pas eu les échos qu'ils auraient dû avoir. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage ou cette mauvaise compréhension, voire ce déni, peut-être qu'on peut parler de déni pour cette période qui a précédé? Je crois quand même qu'il faut être bien conscient que les Juifs sont considérés par 80% des Français comme véritablement français. Donc, et toutes les enquêtes quantitatives et qualitatives le montrent, il n'y a pas de rejet. Alors le rejet... 80%, ça peut être considéré comme beaucoup ou pas beaucoup. Oh, c'est énorme. Parce que, ça veut dire 20%, enfin bon, ça veut dire qu'il y a quand même 20% des gens qui considèrent que les Juifs sont pas français. Oui, mais alors si vous prenez les Roms, oui. On est à 97% de gens qui les considèrent comme non intégrables. Donc, si, 80% qui considèrent que ce sont de vrais Français. Mais immédiatement après, dans des enquêtes des entretiens plus qualitatifs, les préjugés antisémites ressortent. Et les préjugés antisémites sont immédiatement après, on vous dit, mais ils ont trop d'argent ou plus d'argent que les autres, et ils sont plus dans les lieux de pouvoir, sans qu'il y ait... Alors là, on est dans les préjugés qui nourrissent l'antisémitisme, sans qu'il y ait de réflexion
sur les raisons pour lesquelles ils sont effectivement éventuellement mieux intégrés professionnellement, socialement et dans les lieux de pouvoir, sans réflexion sur la culture juive qui favorise évidemment. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu quand même un moment de déni et qu'il a fallu des événements meurtriers pour que la France se réveille un peu sur cette question. Et là, je parle aussi des institutions publiques. Je ne suis pas sûre. Je pense que rarissimes sont les Français qui vous diraient de but en blanc, enfin les Français ou les habitants de ce pays, de but en blanc qu'ils sont antisémites. Ça, vous allez avoir 99,9% des gens qui vous diront que non, qui ne sont pas antisémites. Mais ils vous disent ça aussi, ils ne sont pas racistes. Ils ne sont pas racistes. On est dans une forme de racisme. Il y a toujours le déni d'être raciste. Mais je ne sais pas. Alors actuellement, on est dans une situation inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le déni et au point qu'il y a une certaine légèreté dont on est privé. Quand vos enfants vont à l'école et que tous les matins l'école est surveillée, que tous les matins, toute la journée, la synagogue est surveillée, on est dans une ambiance qui vous prive d'insouciance et voilà, donc s'il y avait il y avait sans doute un certain déni, on est dans une situation tellement inversée que ce n'est pas forcément non plus une situation qui permet à des enfants, à des adolescents de se construire. Marianne Matar-Bonucci, vous parlez quand même en introduction de cette revue consacrée aux éternels retours de l'antisémitisme, des antisémitismes, d'une levée de l'inhibition, qui aurait été notamment marquée par cette manifestation dont je parlais en introduction, jour de colère en janvier 2014, et vous ajoutez que ces faits sont passés relativement inaperçus. Comment vous l'expliquez ? Absolument. Donc le numéro est effectivement né d'une prise de conscience que quelque chose s'était passé à ce moment-là et que le tabou qui a pesé pendant des années sur la possibilité d'exister d'un discours antisémite était justement levé. Alors, les chiffres que Madame a cités sont effectivement intéressants. Il faut peut-être rapporter aussi les actes, je parle des actes antisémites, en valeur absolue, à ce que représente la population. Hein. Oui. Et ça n'a pas le même sens, déjà, absolument. Si on les rapporte effectivement à la population. Mais vous l'avez bien expliqué, bon, c'est très difficile, évidemment, d'approcher les choses de manière quantitative. En revanche, je pense que ce dont rendent compte les rapports dans la durée est très juste, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une régression des préjugés antisémites. Ces préjugés ne sont probablement pas les préjugés dominants à l'égard de minorités aujourd'hui, et ce sont en effet les préjugés anti-roms qui arrivent d'abord, ça il faut le dire. Il y a aussi une recrudescence des actes anti-musulmans, ça ne fait aucun doute, et du discours anti-musulman, mais je pense qu'il faut aussi s'élever contre certaines analyses qui tendent à dire que, en quelque sorte, l'islamophobie aurait pris le relais justement de l'antisémitisme et que parce que les juifs sont intégrés dans la société et assimilés et socialement en particulier mieux intégrés que les autres minorités qui sont plus récentes, eh bien l'antisémitisme est en voie de disparition. Et ça, c'est faux. Et avant de venir à l'émission, je suis allée voir sur votre site donc les commentaires. Alors je dois dire que les commentaires sur Internet, c'est toujours effrayant. Hein, et c'est là que viennent se nicher justement les préjugés de toutes sortes. Alors, vous ne les avez probablement pas regardés parce que vous n'avez pas eu le temps, peut-être parce que vous êtes habitués, mais il y a des auditeurs qui disent « Ah, pourquoi l'antisémitisme ?» et pas « Est-ce que c'est vraiment le problème ?» Donc, il y a quand même cette idée qui est en train de s'instaurer qu'au fond, il y a une actualité commémorative là, de l'antisémitisme avec les attentats de l'Hyper-Cacher qui ne fait pour le coup aucun doute. Mais ça a suscité des réactions. Et pour vous montrer à quel point Internet a certainement joué un rôle quand même, ces nouvelles technologies, dans cette levée d'inhibition. Parmi les abonnés donc, de Mediapart, il y en a un
qui publie un texte, et il dit « Ah, je serais intéressé d'avoir l'avis de l'historienne sur le sujet », qui est un texte de Churchill, qui date de 1920, et dans lequel Churchill tient des propos qui sont des propos... Alors, je ne suis pas du tout allée vérifier l'authenticité du texte en question, ce qu'il faudrait faire, mais ce que j'ai vu en revanche, c'est que le texte en question, il a été pris sur un site raciste, anglais, négationniste, auquel on arrive immédiatement dès qu'on clique sur le commentaire en question. Et le texte de Churchill, tient des discours contre les Juifs. Alors, en l'occurrence, là, on est dans la dénonciation du judéo-bolchevisme, c'est un texte qui date de 1920, voilà, et ça c'était effectivement des préjugés qui étaient partagés à l'époque par toute une partie des élites. Alors, les élites aujourd'hui ne sont sans doute plus antisémites, ou en tout cas c'est vraiment une toute petite minorité, mais au sein de la société, l'antisémitisme malheureusement n'a pas disparu, et comme le disait Madame, le problème de ce discours si ancien, c'est que c'est un recyclage perpétuel de thèmes, d'accusations, d'images. Maintenant, c'est frappant de voir comment des images, des caricatures qui datent de la fin du XIXe siècle sont réutilisées dans une propagande très contemporaine. Donc, sans être alarmiste, je crois qu'il ne faut pas être trop alarmiste en disant, j'ai entendu des discours sur le fait qu'il n'y avait plus de place pour les Juifs en France, etc. Et je crois qu'il faut vraiment s'insurger contre ce type de discours. Mais les discours qui consistent à nier la prégnance encore de cet antisémitisme et les nouvelles formes, on en reparlera peut-être parce qu'elles existent aussi indéniablement, et je pense un peu irresponsable aussi. Alors, si on tourne le regard vers une classe d'adolescents et on tourne ce regard à un moment précis qui est le moment de la minute de silence après les attaques de Charlie et de l'hypercachère, dans un blog, vous avez évoqué ce moment que vous avez partagé avec les élèves, et vous avez noté des phrases qui ont été prononcées en classe à ce moment-là par des élèves. Donc j'en cite deux. On parle trop des Juifs et pas assez de nous, entre guillemets. On peut blaguer sur les Arabes, mais pas sur les Juifs, etc. Est-ce que vous avez été surprise en entendant ces propos, et comment expliquez-vous que les élèves, ces élèves-là, en tout cas, se soient sentis autorisés à dire, à prononcer de telles phrases ? Ils se sont sentis autorisés à dire ça parce que dans ma classe, j'instaure un espace de parole. Si je veux pouvoir clarifier les choses avec mes élèves, il faut qu'ils puissent se sentir libres de dire certaines choses. À moi de faire un rappel à la loi ou à ce qui peut être dit en France et ne pas être dit, mais au moins ils savent qu'ils peuvent s'exprimer. Et moi, mon travail, c'est vraiment de partir de ce qu'ils ont dit et de décortiquer progressivement les mots utilisés, la formulation, la provocation qu'il y a derrière, et de voir réellement quel était le message, quelle était l'intention et peut-être quel était l'éventuel militantisme qu'il y a derrière. Et moi, je replace toujours le cadre. Je suis en collège, donc des élèves de 11 à 15, 16 ans maximum, qui ont un univers qui est celui donc, du collège, de la famille, un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin souvent, et puis la télévision et Internet. Voilà, et c'est déjà pas mal. Et à partir de ce moment-là, les élèves savent qu'ils peuvent me poser des questions, ils peuvent me dire des choses un petit peu provocatrices, parce que ce sont quand même des élèves, et ce sont des adolescents avant tout. Et donc, ils savent très bien que ce genre de propos, par exemple dire « on ne peut jamais blaguer sur les Juifs, de toute façon, madame », ça, ils savent que ça va me faire réagir. Et ils savent que ça va faire réagir tous mes collègues, à juste titre. Toute la question, c'est comment le professeur va réagir. Alors moi, je dis très souvent aussi, on a le moyen de différer, de dire aux élèves, écoutez, vous provoquez, on en reparle dans 10 minutes, on verra comment vous formulez ce que vous venez de dire. Ou alors, tu viens de dire, on ne peut jamais blaguer sur les Juifs, mais il y a un que sais-je qui s'appelle l'humour juif. Et la plupart du temps, ces blagues juives parlent des Juifs. Donc comme quoi, même les Juifs blaguent sur eux-mêmes. Donc leur montrer que j'ai bien compris la provocation, mais maintenant on va essayer de parler de manière un petit peu plus intellectuelle, creuser un petit peu ce qu'on veut dire. Et finalement, moi, ce que j'ai entendu chez mes élèves le 7 janvier, qui essayaient de me provoquer en me disant ce genre de choses, c'était « Madame, on ne parle jamais de moi. Moi, je suis un ado et on ne parle jamais de moi. Et la question n'est pas « je suis un ado musulman, je suis un ado chrétien, je suis un ado athée. » Non,
C'était pas la question des juifs ou des pas juifs, c'était juste, moi j'ai envie qu'on parle de moi. En gros, c'était ça. Très bien, parlons des élèves, parlons de ce que les élèves ont ressenti ce jour-là ou la veille. C'était ça. Et le cours s'est déroulé là-dessus. Donc, à chaque intervention d'élèves qui était un petit peu délicate, je me suis vraiment dit, j'en parlais tout à l'heure avec madame, j'ai essayé de réagir en tant qu'adulte et en tant qu'adulte professeur, c'est-à-dire j'accueille la parole, je la laisse reposer un petit peu et je décortique ce qui a été dit. Et donc, ça s'est très bien passé. Voilà. Mais vous diriez par rapport à ce que disait tout à l'heure Marianne Matar-Bonucci qu'il y a des tabous qui sont brisés sur l'antisémitisme dans les classes? Moi, je dirais, ce qui était intéressant, c'est que finalement, j'ai trouvé que le discours antisémite ne se renouvelle pas du tout et qu'effectivement, en creusant un petit peu avec les élèves, à chaque fois, on retrouve les mêmes choses et donc c'est fondé finalement sur rien du tout. Donc, un cas qui est arrivé, alors c'était la fin de l'année précédente, en 2014, on travaille sur l'affaire Dreyfus, et une élève qui me dit « Madame, en même temps, c'est un juif. » Je lui dis « Et ?» Elle me dit « Bah oui, mais moi, quand je vais là-bas, dans la ville à côté, dans le quartier des Juifs, déjà je la regarde, le quartier des Juifs, d'accord, et ben, ils me regardent bizarrement. » Je dis « D'accord, et donc, bah, moi aussi je les regarde bizarrement. » Et donc, elle me dit, ben voilà. Et donc, si j'avais été moi-même réactive, moi-même à l'affût de l'antisémitisme militant, j'aurais tout de suite sauté dessus en disant, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est un juif, Dreyfus, donc c'est normal ce qui lui arrive. Non, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte là? Et en fait, elle me disait, juste dans la ville à côté, il y a des gens qui sont différents de nous. Et puis quand j'arrive avec ma bande de copines et on parle très très fort, ben, on nous regarde bizarrement. Donc moi, ben, par provocation, je regarde bizarrement. Une vraie adolescente. Aucun discours militant, aucune idée de ce qu'il y avait derrière. Parfois, quand on parle en classe, on va parler des médias et on entend « Ouais, mais les médias, ils sont tous aux mains des Juifs. » Très bien, qu'est-ce que tu viens de dire? Ils sont tous aux mains des Juifs. Qu'est-ce que tu as lu? D'où tu sais ça? Prouve-moi les choses. Métier d'historien, des preuves, des textes, des personnes qui en ont parlé. Et souvent, les élèves disent « Non, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. » Et finalement, c'est ce qu'on retrouve, mais depuis des générations et des générations, c'est toujours les mêmes fondements qu'on n'arrive pas à décortiquer, qu'on n'arrive pas à déraciner par contre. Hein. Ils sont toujours là, l'argent, le fait de manipuler, le pouvoir, l'éminence grise, toujours. Alors ça pose une vraie question, parce qu'à la fois, il y a cet effet de recyclage que vous décrivez toutes les deux, et en même temps, on se dit qu'il y a quand même de nouvelles formes d'antisémitisme, corrélés au conflit au Proche-Orient. Est-ce que ça, avec les instruments de mesure de la CNCDH, vous pouvez le mesurer? Je dois dire qu'en 2014, les faits, il y a eu, enfin, nos courbes, il y a une pointe faramineuse en mai, juin, juillet 2014. C'est-à-dire que là, il y a eu une sorte d'importation du conflit israélo-palestinien et de la guerre à Gaza. Pendant une période très courte. Et les 100% d'augmentation de 2014 sont largement dus à cette pointe juin-juillet. Si vous voyez la courbe dans notre rapport, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, c'est saisissant. Alors il y a peut-être aussi d'autres raisons. Mais tout ça quand même est lié à beaucoup d'inculture. Et certainement que dès qu'on explique un petit peu mieux d'où viennent les uns et les autres, beaucoup d'enfants juifs et d'enfants musulmans ne savent pas qu'ils sont enfants du Dieu unique et que leur histoire lointaine est la même. Et donc dès qu'on travaille dans des ateliers laïcité, et la CNCDH a aussi des missions d'éducation aux droits de l'homme, et dès qu'on travaille sur des films, nous avons produit 6 petits films sur l'apprentissage de la différence pour les tout-petits, les 7-10 ans, on se rend compte que ce qui manque essentiellement, c'est la curiosité de l'autre et l'appréhension de la richesse de l'autre un peu différent ou très différent. Alors on en est conscient sur le petit gros et la petite maigre, mais beaucoup moins sur les différences religieuses, sur les différences culturelles. Et nos travaux montrent aussi que c'est très difficile à dire, mais plus on a voyagé, plus on a lu, plus on a eu d'occasions d'échanges avec d'autres
cultures différentes, moins on est antisémite ou islamophobe ou christianophobe. Mais est-ce que vous pouvez nous poser le débat tel qu'il existe auprès de chercheurs sur cette opposition qu'il y aurait entre un ancien antisémitisme de recyclage, effectivement, avec ses préjugés toujours les mêmes depuis Drummond, donc voilà, au siècle pas dernier encore passé, et 1886, pardon, le livre de Drummond, et ce nouvel antisémitisme, donc, qui est théorisé par certains comme Taïeff, qui explique de nouvelles populations sont concernées par cet antisémitisme. On parle d'antisémitisme des quartiers. Est-ce que vous pouvez nous poser ce débat tel qu'il existe en France et nous dire quels sont les ressorts, ce qui peut raconter ce débat aussi par lui-même? Alors déjà, il y a un premier débat, avant d'en venir à la question du nouvel antisémitisme, qui porte sur le fait de savoir s'il est légitime de distinguer l'antisémitisme du racisme en général. Et certains collègues vous diront pourquoi on spécifie l'antisémitisme, et là on en revient à une forme de concurrence entre des victimes donc de stigmatisation et de préjugés. Alors moi je pense qu'il y a à la fois des points communs, la stigmatisation de l'altérité, par exemple, encore que pour les Juifs, ça se pose d'une manière complexe, parce que les Juifs, ça ouvrirait encore un autre débat, mais le rapport des Juifs à leur propre identité est multiple, et ne passe pas forcément par l'affichage de signes distinctifs qui permettraient de les reconnaître. C'est d'ailleurs le grand problème qui se pose aux antisémites et aux politiques qui persécutent les Juifs. C'est bien pour ça qu'il a fallu mettre des étoiles jaunes ou des rouelles au Moyen-Âge. Donc, reste qu'il y a des ressorts communs, donc la stigmatisation, les préjugés, effectivement, et quelquefois des politiques donc, qui vont contre ces minorités. Mais il y a aussi, je crois, des différences quand même qui sont importantes. L'imaginaire antisémite n'est pas identique à un imaginaire raciste qui, en général, est plutôt infériorisant vis-à-vis des populations noires, par exemple, alors que les Juifs sont vus, en général, au contraire, comme l'essence même, finalement, de nos sociétés occidentales judéo-chrétiennes. Et c'est bien pour ça que le mythe du complot juif, par exemple, est si prégnant. Donc ça, c'est une différence, et il y en a également d'autres. Et je crois, une des différences importantes quand même aussi, c'est que les minorités dont on parle, qu'il s'agisse donc des populations arabo-musulmanes ou de certaines populations noires, ou a fortiori des Roms, sont des populations qui sont dans des conditions sociales effectivement de grande marginalisation, alors qu'aujourd'hui, les Juifs, on l'a déjà dit, sont largement intégrés. Et du coup, il semble difficile de penser que des populations qui sont intégrées comme elles le sont peuvent aussi être victimes de préjugés, vous voyez ? Donc ça, c'est un point, je crois, sur lequel il faudrait réfléchir. Et il y a un article de Samuel Gilles-Melag dans le numéro spécial qui travaille en particulier sur les rapports, justement, de la CNDH et qui montre toutes les difficultés qu'il y a, effectivement, à raisonner, à construire des indicateurs et à travailler sur cela. Alors, l'autre débat qu'il y a aujourd'hui porte sur la question de ce que certains ont appelé un nouvel antisémitisme, qui n'est pas si nouveau que ça du point de vue des contenus, effectivement, mais qui est porté majoritairement par des acteurs qui ne sont plus ceux d'il y a 50 ans, c'est-à-dire l'antisémitisme affiché, en tout cas quand même diminué, à l'extrême droite. Le Front National n'en fait plus un de ses marqueurs, en l'occurrence. Ça ne veut pas dire quand même qu'il a disparu. Les enquêtes montrent que dans la base, il est toujours extrêmement présent. Mais aujourd'hui, cet antisémitisme, et ça vos enquêtes le montrent bien, je crois, est minoritaire au sein de ces populations arabo-musulmanes, mais il est quand même plus présent dans ces milieux-là que dans d'autres milieux. Et il y a dans la revue un article qui fait le point aussi sur les recherches donc, de ce nouvel antisémitisme, qui montre quand même des choses qui sont
relativement inquiétante. Alors, dans les pays européens, en général, on est dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'il y a plus d'antisémitisme dans ces milieux-là, mais ça concerne quand même une minorité. Hein. Mais en revanche, dans les pays non européens à majorité arabo-musulmane, là, le préjugé antisémite est beaucoup plus important. Hein, et même majoritaire, si on s'appuie sur ce que dit Gunther Ginkeli, qui a fait un article dans le numéro, c'est le cas. Juste, dernier point de débat, et j'arrête, la corrélation avec le conflit israélo-palestinien. Alors, évidente, mais ce n'est pas la seule cause. Hein, bien sûr, ça fait rejouer des phénomènes qui sont là avant, hein, et depuis très longtemps. Donc, oui, des phénomènes absolument plus anciens. Et effectivement, en tant que professeur, une de mes hantises, mais alors vraiment là je me place du point de vue pédagogique, c'est effectivement quand me dire, voilà, s'il y a une intifada, comment... Alors à un moment qui n'est pas juillet ou août, mais il y a un moment qui est septembre, octobre, novembre, quand j'ai mes élèves... Je sais qu'il va falloir que... Alors, mon programme va être complètement chamboulé. Il va falloir que je travaille ça avec les élèves parce que les questions vont surgir. Toute la question aussi qui est très délicate pour nous en tant que professeurs, mais pour, je pense, beaucoup d'adultes aussi, c'est antisionisme, anti-israélien, antisémite. C'est très compliqué. Les nuances sont extrêmement fine et on peut très facilement être accusé d'être antisémite alors on se pense anti-israélien. Donc si nous, adultes, on n'est déjà pas clair avec ça et quand on lit des articles sur le conflit au Proche-Orient, on se dit mais finalement l'auteur, il est quoi? Nous-mêmes, on a du mal. Les élèves sont encore plus perdus et comme ils sont assez abreuvés, je l'ai encore vérifié avec les derniers attentats, ils sont abreuvés de télévision, ils regardent... en boucle, les mots ne sont pas forcément très bien choisis et donc ça nous fait un amalgame pas possible. Alors que nous-mêmes, le conflit est très complexe, on ne sait même pas vraiment comment gérer les mots, ces mots-là. Et un élève me disait récemment on regarde cette vidéo, ça a été fait en Israël, je ne veux pas regarder. Et je lui dis mais pourquoi? Parce que les Israéliens, madame, ils tuent des musulmans. Je dis bon. Et donc, il me dit, mais attention, je ne suis pas antisémite. J'ai bien dit les Israéliens. Et là, je me suis dit, bon, cet élève-là a réussi quand même à nuancer. Ça veut dire que il est déjà voilà, une certaine culture, mais malgré tout, il va falloir quand même encore travailler ça. Donc, tout ce problème, c'est aussi l'antisémitisme en France, et puis qui est nourri de tout ce qui se passe autour de l'actualité, etc. Alors, en tant que professeur, ça, c'est un gros morceau à gérer, et on n'a pas le temps, on n'a pas les programmes pour réellement travailler ce genre de sujet. Mais ces mutations de l'antisémitisme et de leurs auteurs aussi, elle est importante. Il y a eu quand même une polémique assez vive, c'était l'an dernier ou il y a un an, entre la Fondapol, le think tank de l'UMP, et Nona Mayer qui fait des rapports souvent pour la CNCDH, sur... C'est-à-dire que à partir de ce que vous dites, qui est exact, la Fondation pour l'innovation politique déduisait quand même en gros que l'antisémitisme était beaucoup plus représenté chez les musulmans et qu'il représentait un antisémitisme d'une toute autre nature, même si cet antisémitisme convoquait les vieilles caricatures et les vieux préjugés. Donc la question qui se pose, c'est quelle que soit la nature de cette... Enfin, à quel point cet antisémitisme recycle ou pas le vieux fond antisémite français, est-ce que du coup ça change la manière de le combattre ? Mais je crois que vous avez très bien, Madame, expliqué que la manière de le combattre, c'est d'être tout en nuance sur pourquoi les préjugés, comment les déconstruire, d'où viennent-ils, où va-t-on avec ça, de toute façon on va dans le mur avec les préjugés. Pour toutes les formes de racisme, c'est le cas. Mais le peuple juif a une histoire quand même assez particulière depuis la nuit des temps. Et si elle est expliquée, l'antisémitisme décroît. J'ai envie de rappeler ce soir que les dernières personnes qui ont été massivement déchues de la nationalité française, ce sont les Juifs. Il n'y a pas si longtemps en France. Donc, et massivement. Donc, quelque chose qu'il faut peut-être avoir à l'esprit. Et qu'ils ont pérégriné d'espace géographique à espace géographique depuis la nuit des temps. Donc, quand tout ça est expliqué,
et qu'on arrive à comprendre comment de cette vie d'errance, de réfugiés, est sortie quand même des attitudes extrêmement battantes. Ils comprennent, enfin les jeunes, peut-être jeunes ados musulmans, ados juifs qui croient ne plus se supporter, peuvent devenir très amis. Moi, j'ai le cas... Bien sûr, mais est-ce que vous pensez quand même pas qu'il y a des politiques publiques à mettre en œuvre pour ça? Parce que là, je veux bien qu'il y ait l'explication, la déconstruction des préjugés, mais là, on est quand même dans une situation où voilà, les attentats font que, pour la première fois, vous parlez de Vichy, des enfants juifs ont été tués sur le sol français parce que juifs. Oui. Pour la première fois, on a eu... voilà ce qui s'est passé. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quand même des nouvelles politiques publiques à envisager face à ce qui se passe? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas le faire que pour l'antisémitisme. Il faut traiter absolument en même temps l'islamophobie ou les actes anti-musulmans. À la CNCDH, nous parlons d'actes anti-musulmans quand il s'agit d'infractions pénales, de faits qualifiés pénalement, et d'islamophobie quand on est dans une appréciation plus sociologique d'un phénomène. Donc, si on est simplement sur les actes, il faut traiter... en même temps, ce qui conduit au rejet fondé sur des préjugés. Ouais. Pour compléter, depuis 2 ans, l'insulte la pire que j'ai entendue en classe venant d'élèves, c'était un élève de 6e, c'était en novembre, donc il avait encore 11 ans, qui a traité un autre élève de sale rome. Ouais, voilà, et ça, c'était l'injure la pire. Après, dans les injures, c'est vraiment, toi, tu te comportes comme un arabe, entre eux. Donc, à un moment donné, on va prendre un mot et puis on va le lancer à la figure de l'autre. Et puis voilà. Après, dans les politiques publiques, il y a des choses à faire. Il y a des associations aussi qui interviennent. J'avais rencontré l'association Coexister. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils interviennent non pas en tant que... athée ou en tant que juste adulte qui ne dit rien de sa religion, mais ils viennent vraiment en tant que moi juif, moi musulman, moi chrétien, qui assume cette culture-là, qui assume cette religion-là. Et pourtant, je suis complètement français, et pourtant, je ne vais pas lancer ma religion à la figure des autres. Et une des personnes qui travaille là-bas est juive et parle avec un musulman, et ils expliquent comment coexister, comment cohabiter. De toute façon, coexister, c'est voilà, le programme... De quel type d'outils vous diriez, vous, que vous pourriez avoir besoin? Parce qu'après, on parlera éventuellement des mesures qui ont été prises, mais vous, en tant que pratiquante... De quoi vous pourriez avoir besoin au jour le jour pour vous accompagner, puis pour aider aussi les élèves à construire leur discours, à mieux analyser les informations qu'ils recueillent, etc. Je pense qu'en termes d'outils, on va dire classiques, on est des professeurs, comme je dis très souvent, on est des profs, on sait faire, on a vraiment des ressources incroyables, on est capable de tirer des choses, de dessins animés, on est capable de faire des séquences absolument incroyables, on a besoin de temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que des élèves qui peut-être baignent dans un milieu un petit peu antisémite ou beaucoup, on ne sait pas, mais il ne faut pas s'attendre qu'un élève de 11 ans, en 2 mois, ça y est, il soit complètement vidé de ses préjugés. Ça va prendre du temps, il va falloir y revenir, c'est le métier de professeur, c'est répéter, redéconstruire et continuer, détricoter tout ce qui est du domaine du préjugé, du vécu également, et puis... Expliquer. Donc, le seul outil dont on a besoin réellement, c'est du temps. Quelle est votre analyse du référent laïcité, qui est un peu la solution qui a été trouvée par la ministre de l'Éducation pour répondre à ces questions? Est-ce que vous avez eu affaire à ces... Non, mais non, justement. Moi, je veux bien répondre. Merci, c'est mon job. Je veux bien répondre. Je pense qu'une approche apaisée de la laïcité peut jouer un rôle extrêmement important dans la déconstruction des préjugés. Quand la laïcité est présentée comme un principe de liberté et de respect de l'autre qui croit différemment, eh bien... justement, on peut mettre en place, puisqu'on parlait d'outils, des ateliers de la laïcité. Il y a des associations qui se montent là-dessus, ou des professeurs qui font des expériences de ce type, où on met ensemble un petit juif, un petit chrétien, un petit musulman, un petit agnostique, un petit athée, un petit bouddhiste, et on leur pose des questions sur ce que les uns et les autres croient, ne croient pas, pourquoi, quelle est leur histoire. Et c'est une méthode active pour apprendre le fait religieux. J'ai vu une courte émission sur France 2 il y a 3
jours là-dessus que j'ai trouvé intéressante, et vraiment intéressante. Et alors, nous sommes en train de préparer à la CNCDH 5 petits films sur la laïcité avec l'Observatoire de la laïcité. Mais nous sommes dans une conception de la laïcité, on a rendu un avis assez connu sur le sujet, qui est la conception de 1905. De la loi de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire pas une laïcité de fermeture, mais une laïcité d'ouverture, d'apaisement, de dialogue et de connaissance de l'autre. Tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité par rapport aux valeurs de la République d'apaisement. C'est-à-dire qu'on n'assène pas des valeurs, on ne les décrète pas. Ça se construit lentement, ça se construit sûrement, mais la laïcité, c'est quelque chose qui se construit par le dialogue. On ne décrète pas que ça y est, on va être totalement laïque, Non, c'est quelque chose qui va s'aborder tranquillement et qui va se découvrir effectivement avec des dialogues entre élèves de différentes religions, avec aussi ce cours que j'ai fait il y a 2 jours sur mondialisation et diversité religieuse, et où mes élèves étaient atterrés de découvrir que dans l'islam, il y avait plein de branches, dont certaines qui ne pratiquent qu'avec 3 prières par jour. Et j'étais là, mais c'est n'importe quoi, madame. Et je disais, ça c'est intéressant, c'est n'importe quoi, vous êtes sûre. Donc, retravailler là-dessus, non, c'est une autre pratique, d'accord, bon. Donc, travailler dans une sorte d'apaisement, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose. Si on arrive, nous, professeurs, en cours, en étant avec une carapace, en se disant, bon sang, aujourd'hui, je vais parler de l'affaire Dreyfus, bon, bah là, c'est sûr que ça va mal se passer. Parce que les élèves sentent qu'on est nous-mêmes très tendus, qu'on a peur de ce qu'ils vont dire. Vaut mieux passer à tout à fait autre chose. Alors, l'entretien tout à l'heure avec Patrick Veil se terminait sur la laïcité. Là, on est encore en train de terminer par la laïcité, mais je voudrais quand même juste, pour conclure, vous donner la parole, parce que quand on avait un peu préparé cette émission, vous disiez aussi, bon, mais il faudrait aussi que la République reprenne la main. Oui. On ne peut pas non plus laisser ce problème aux associations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous parliez de politique. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche pédagogique, effectivement, et je pense qu'il ne faut pas asséner, qu'il faut déconstruire, et je crois beaucoup dans les vertus du savoir et de la raison. Justement, je crois qu'il y a eu peut-être ces dernières années 2 types d'erreurs. La première, c'est de croire probablement trop dans le pouvoir de la mémoire et des politiques de mémoire comme étant des modes de prévention justement de l'intolérance. Et je crois que c'est important aussi de séparer les lieux où on construit et on diffuse de la mémoire, des lieux où s'élabore un savoir. Et c'est pour ça que je crois que l'autre élément, c'est qu'en effet, il faut que la République, de manière générale, et pour ce qui me concerne, l'université, reprennent la main sur ces questions. Les universités ont un rôle à jouer. Vous disiez tout à l'heure, même nous, on est un peu perdus. Donc il y a tout un travail déjà de formation continue des enseignants à faire, qui est de plus en plus... par ailleurs, qui a été réduite pour toute une série de raisons. Donc là, il faut qu'on reprenne la main. Mais aussi auprès d'autres catégories. Je pense par exemple aux éducateurs, je pense aux policiers, parce que n'oublions pas, on parle de l'antisémitisme, mais je crois que c'est aussi indispensable qu'on lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie et contre le racisme. Et donc voilà, il faut que l'université aille effectivement vers ces populations pour diffuser un savoir. Il faut affronter directement ces questions, c'est-à-dire quelles sont... On peut les historiciser. L'histoire de l'antisémitisme, maintenant, on peut effectivement la faire. On peut déconstruire des vidéos de Soral et de Dieudonné et montrer aussi aux élèves et aux étudiants comment, par l'euphémisation, on réussit à faire passer des messages. Mais l'euphémisation, on ne la comprend pas si on n'a pas le savoir, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous expliquer justement les sous-entendus. Voilà, donc nous, je sais que dans l'université où j'enseigne, on est en train de créer un centre de formation et de recherche contre le racisme et l'antisémitisme, précisément parce que, et ça c'est une initiative qui est née au lendemain des attentats il y a 1 an précisément, parce que c'est notre rôle de chercheurs et d'enseignants. Merci infiniment à toutes les 3. Il faut libérer très vite Christine Lazerge. Donc ça tombe bien parce qu'on a un autre débat à faire pour la continuation de notre soirée spéciale La France face au terrorisme. Mais allez-y, votre taxi vous attend. Nous, on se retrouve vraiment dans quelques minutes pour discuter de la possibilité de contrôler encore ou pas l'état d'urgence. Vous pouvez filer, vraiment, vous passez devant, mais vous nous rendez le micro. Il faut penser à nous rendre le micro avant de partir. Voilà.
À tout de suite. Merci beaucoup.